Bonsoir Éric Dupond-Moretti, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Monsieur le garde des Sceaux, vous êtes avec nous jusqu'à 22h30. On va regarder un grand reportage dans un instant et nous sommes trois à vous interviewer ce soir. Bonsoir Dominique Rizet. Bonsoir Aurélie. Et bonsoir Bruno Jeudi. Bonsoir Aurélie. Avez-vous renié l'avocat que vous étiez, Éric Dupond-Moretti? C'est ce que beaucoup se demandent aujourd'hui. Éric, réveille-toi, c'est carrément l'appel que vous lance aujourd'hui un de vos anciens collègues, peut-être ancien ami, Franck Berton. Il est très remonté contre votre réforme de la justice. Il y voit la mort annoncée des cours d'assises. Vous lui répondrez tout à l'heure. Vous voulez aussi que les procès soient filmés. Quand, comment? On a vraiment beaucoup de questions à vous poser. Mais d'abord, nous allons parler des prisons, si vous le voulez bien. Nous serons en immersion à la prison de Saint-Maur dans quelques secondes sur BFM TV. Et ça nous renvoie au premier déplacement que vous avez fait lorsque vous étiez garde des Sceaux. Votre toute première visite, elle se fait à la prison de Fresnes. Pourquoi avoir choisi une prison? Est-ce que c'était par solidarité avec vos anciens clients? Ah, ça commence fort, dites-moi. Ah, c'est curieux. C'est la première image que l'on a de vous en tant que garde des Sceaux. Celle de la solidarité avec les anciens clients? Non, c'était une question. Oui, mais elle est curieuse. C'était une attaque qui avait été formulée par plusieurs politiques. Qui disaient en gros, c'est le ministre des prisonniers, c'est pas le ministre des victimes. J'entends bien, je suis le ministre des prisonniers et je suis le ministre de l'administration pénitentiaire. Voyez-vous? Et j'entends trouver tous les équilibres qui doivent être trouvés. Et c'était normal que le garde des Sceaux aille en prison. C'était hautement symbolique. Et d'ailleurs, mais nous en parlerons peut-être, dans une cellule, je me suis retrouvé avec des détenus et des membres de l'administration pénitentiaire qui disaient un certain nombre de choses qui étaient identiques. Et c'était extrêmement intéressant, notamment sur la surpopulation carcérale, sur ce qui permet de lutter contre la récidive. Et ils disaient des choses absolument identiques. C'était très frappant. Éric Dupond-Moretti, quand on rajoutait cette question, là, par solidarité avec vos anciens clients, c'est parce que quand vous êtes allé à Fresnes, tout le monde a hurlé Dupond-Moretti, Dupond-Moretti. C'était la liesse dans la prison, et dans la prison, il y avait pas mal de vos anciens clients. Vous êtes le ministre des prisons, vous l'avez dit, c'est un peu le ministre des enfers. C'est pas un cadeau, ça? Non, moi, j'ai pas du tout le sentiment de vivre ça. C'est pas le paradis, monsieur Rizet, ça, je vous le concède. Non, c'est pas le ministre des enfers, pourquoi vous dites ça? C'est compliqué, la prison. Alors on va parler de on va en parler, il y a beaucoup de choses à faire en prison, quand même. De ce que je vais faire. Oui, bien sûr que c'est on va voir ce documentaire, compliqué. vous allez voir, c'est dur. C'est pour ça qu'il faut toujours en parler avec beaucoup de nuances, d'abord. Monsieur le ministre, justement, vous avez, contrairement à beaucoup de vos prédécesseurs, vous connaissiez cet univers de la prison par votre fonction précédente, celle d'avocat. Est-ce que vous avez le souvenir de votre première visite en prison? Oui, bien sûr. C'était quand et qu'est-ce que vous en avez gardé de ce souvenir? À Valenciennes. Vous pénétrez dans un univers qui est un univers que vous ne connaissez pas. J'étais jeune avocat, évidemment. Il y a des odeurs particulières, il y a des bruits particuliers. Il y a un sentiment d'oppression. C'est difficile, la prison. Et en même temps, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour mettre les gens dangereux à part et pour protéger la société. C'est nécessaire pour punir, mais ça ne peut pas aller sans la volonté de réinsérer. Je dis la volonté et la possibilité de réinsérer. On ne peut pas concevoir l'un sans l'autre. D'entendre votre réaction, Éric Dupond-Moretti. D'abord, je voulais donner deux précisions. Ce reportage a été fait avant la crise du Covid, ce qui explique l'absence de gestes barrières. Et puis, on voulait aussi vous raconter la suite de l'histoire. Dominique Rizet, il y a notamment ce jeune qu'on voit en survêtement rouge au début du reportage. Qu'est-il devenu? Qui est flouté, qui parle avec la directrice. Monsieur le ministre, il est mort. Il s'est pendu quelques semaines plus tard dans sa cellule, quelques semaines après notre tournage. Il s'appelait Vincent. Bon, je ne sais pas si je l'ai dit, il avait 27 ans et son frère jumeau s'était lui aussi suicidé quelque temps auparavant, lui aussi en prison. On a entendu, c'est quelqu'un qui était là pour des petits délits, des choses pas très graves, des petits braquages, mais après ça, il y a eu des violences contre du personnel pénitentiaire, prise d'otage d'une infirmière, et il était tellement ingérable, parce que c'était un cas psy aussi, il était tellement ingérable qu'il a atterri dans une centrale. Est-ce que c'est la place, monsieur le ministre, de détenus atteints de troubles psychologiques, psychiatriques comme lui, dans des établissements pénitentiaires comme celui-ci? Troubles psychiatriques, selon leur intensité, non, bien sûr. La place d'un malade psychiatrique, c'est l'hôpital psychiatrique. Mais en revanche, on sait qu'il y a une difficulté de prendre en charge et de prise en charge des psychopathes, notamment.
qui sont à la limite entre la déviance sociale et la maladie. Et on est en train d'évoluer là-dessus d'ailleurs. Puisqu'autrefois, être psychopathe, ça n'était jamais considéré comme pouvant altérer le discernement. On commence aujourd'hui à y venir, et notamment grâce à un certain nombre d'études qui ont été réalisées. Et on se pose de vraies questions, parce qu'il est vrai qu'un certain nombre de détenus, à raison de leur état, sont ingérables, comme vous le dites. De plus en plus. Et c'est l'administration pénitentiaire qui est obligée de les gérer. Quand ce monsieur qui est devenu officier dit qu'il faut une grande dose de passion pour faire ce métier, c'est vrai. Que vous inspire ce reportage? Vous voulez faire que la prison permette une meilleure réinsertion des détenus. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui va changer? Je veux d'abord, je pense que, et j'espère que c'est le vœu de tous ceux qui nous écoutent, de tous nos compatriotes. On sait bien, et d'ailleurs c'est très clairement dit, toujours par ce monsieur, les gens à un moment, ils vont sortir. Il faut qu'ils sortent et que nous, la société civile, nous ayons un certain nombre de garanties. Comment on les apporte, ces garanties? Par un suivi en détention, qui n'est possible que s'il n'y a pas de surpopulation carcérale. On peut y parvenir en ne laissant pas ce que l'on appelle de sortie sèche. Pour expliquer ce que c'est. Alors, la sortie sèche, c'est la porte est ouverte et le détenu recouvre la liberté et il n'y a aucun suivi. Savez-vous quelle est la différence en termes de récidive entre les sorties sèches et les sorties qui sont accompagnées? C'est 50% de récidive en plus. Pour les sorties non accompagnées. Pour les sorties non accompagnées, bien sûr. D'où l'intérêt d'investir ce champ d'intervention. Il y a les CEPI possibles. Services pénitentiaires d'insertion et de probation, qui font un travail considérable. Qui suivent les 170 000 personnes qui sont à l'extérieur. Il y a 62 000 personnes dans les prisons françaises et à l'extérieur, il y a 170 000. 64 000. 64 000. Oui. Et à l'extérieur, il y a 170 000 personnes qui sont détenus, en milieu libre. 20 000 détenus dans le cadre de détention provisoire et le reste, ce sont des détenus qui ont été condamnés. Condamnés définitivement. Oui. On voulait vous poser cette question-là. Quel message vous avez pour tous ces personnels pénitentiaires qu'on a vus ici? Est-ce que vous avez un message pour eux? Bien sûr. Que j'exprime chaque fois que je le peux, chaque fois que je les rencontre. Même la première fois que je suis allé les rencontrer à Fresnes en qualité de ministre. D'abord, je veux rappeler à tout le monde qu'ils sont dans notre pays la troisième force de sécurité. Qu'ils méritent le respect, notre respect, qu'ils sont parfois mal considérés. Et on le verra dans le cadre du projet de loi dont on parlera tout à l'heure. Je veux que le surveillant pénitentiaire ne soit pas qu'un porte-clés. Je veux en faire un surveillant acteur. C'est l'expression que nous avons choisie avec les syndicats de la pénitentiaire pour leur conférer et pour leur donner un autre rôle plus important, plus investi, notamment dans le suivi des détenus, parce que ce sont eux qui le matin ouvrent la cellule. Ouais. Disent bonjour, reçoivent le bonjour. Ce sont eux qui connaissent l'évolution du détenu, les efforts qu'il peut faire ou qu'il ne souhaite pas faire. Donc ils auront un rôle pour décider de la libération ou pas de tel détenu, de tel ou pas aménagement de peine. Leur rôle sera central. Ils auront un rôle accru, considérable, auprès des juges de l'application des peines. Ce que je veux leur dire aussi, puisque votre film a été réalisé avant l'épidémie de Covid, c'est bravo. Il y a des membres de cette administration qui sont morts de la Covid. Il n'y a pas eu dans notre pays de mutinerie. Les parloirs ont été assurés. Nous avons moins de 1% de contamination. Et Dieu sait que ça n'est pas simple dans un milieu qui est fermé. Donc je veux leur dire merci et je veux leur dire bravo. Oui, les parloirs continuent maintenant. Bien sûr. Ouais. Dans le reportage, il est indiqué que l'objectif, c'est de recruter 2400 surveillants d'ici 2022. Avant votre arrivée, au début du mandat d'Emmanuel Macron, il y a eu un conflit très important dans la pénitentiaire. Je crois que c'était à l'hiver 2018. Il y a eu des améliorations, notamment étalées, d'améliorations salariales. Il ne reste pas moins. C'est un métier
où la motivation financière est pas très importante, et sans doute pas suffisante, et vous avez du mal à recruter ces surveillants. On en est où actuellement? Parce que c'est un des points faibles. Il y a une grande campagne en ce moment dans Paris, on voit partout, oui, à la télévision aussi. À la télévision, mais on voit que vous avez du mal à recruter. Alors, on a cette jeune femme, cette surveillante qui dit j'ai 10 ans d'ancienneté, je suis dans une centrale et je gagne 1 800 € par mois, prime comprise. J'ai entendu et je sais la situation des agents pénitentiaires, mais je vais vous répondre parce qu'elle est complexe, votre question. Non pas qu'il soit difficile d'y répondre, mais elle comporte plusieurs questions en une. D'abord, nous avons recruté entre 2017 et 2021, très précisément, 4 890 agents pénitentiaires de plus. Dans le budget que j'ai obtenu, qui est un budget exceptionnel, c'est 8% d'augmentation, c'est le plus beau budget depuis 25 ans. Une grande part de ce budget a été consacrée à l'administration pénitentiaire. Pour autant, on parle de quoi? On parle de salaire dans la fonction publique. Il y a les agents pénitentiaires et il y a d'autres agents dans la fonction publique et il y a un certain nombre de règles et vous le savez, un certain nombre d'équilibres à respecter. Ça n'est pas simple. Oui, vous ne décidez pas, mais si je pouvais le faire. Bien sûr. Si vous augmentez les agents pénitentiaires, il faut que les policiers soient augmentés, il faut que tout le monde, voilà. Que toute la fonction publique. Alors, moi, j'ai fait un certain nombre de choses. Notamment, j'ai permis à 1400 surveillants de devenir officiers. Et avec, évidemment, le salaire qui correspond aux nouvelles fonctions. Et j'ai permis à 450 officiers de devenir chefs de service. Et évidemment, la pénitentiaire le sait, cela. J'ai des réunions régulières avec les syndicats. Ils me font remonter leurs doléances. Ça n'est jamais assez. Et je le comprends. Et c'est légitime. Mais il y a tous ces équilibres qu'il convient, évidemment, de prendre en compte. Est-ce que vous avez la liberté de dire, voilà, moi, à ces agents, ceux du bas, ceux qui ne veulent pas grimper en poste, ceux qui ne peuvent pas, même passer le concours d'officier, c'est pas évident, je peux leur donner une prime. Vous pouvez le faire vous-même? J'ai donné un certain nombre de primes, de revalorisation salariale. Mais ça n'est pas suffisant. Et je vous dis là encore, il y a des équilibres dans la fonction publique qu'il convient de respecter. Je ne fais pas ce que je veux. J'ai, si j'ose dire, Bercy qui regarde ce que nous faisons et comment nous le faisons. Parce que si je donne demain telle prime, eh bien les autres membres de la fonction publique, et légitimement, diront mais pourquoi pas nous? Vous savez que c'est comme ça. Donc j'ai fait tout ce que je pouvais en termes de revalorisation. Je suis très attentif à leur statut. Je suis très attentif à la façon dont on les regarde et dont on doit les regarder, parce qu'on leur doit beaucoup, et je l'exprime chaque fois que je le peux. Il y a aussi donc les surveillants pénitentiaires, il y a aussi toute la question de la réinsertion, en quoi votre texte va changer les choses. Il y a cette volonté d'ouvrir des droits sociaux aux détenus, un contrat de travail pour les détenus travailleurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça va se passer, combien ils seront payés, quels droits ça va vraiment leur donner? C'est une des mesures qui est prise en direction de la pénitentiaire. Il y a d'abord la question des crédits automatiques de peine. Est-ce que vous souhaitez d'abord que je vous en touche un mot? On voulait y venir. On voulait parler du travail avant. C'est dans votre projet de loi. Mais c'est comme vous voulez. Est-ce qu'on peut parler du travail avant? Si vous voulez, c'est intimement lié, vous l'imaginez bien, parce que je veux valoriser le travail en prison. Je veux valoriser l'apprentissage en prison. Je vais prochainement signer des conventions avec Elisabeth Borne, qui est ministre du Travail. Et je lance d'ailleurs, je profite de ce micro pour lancer un appel aux chefs d'entreprise, PME, grandes entreprises, pour offrir du travail à la prison. D'abord parce que économiquement c'est intéressant pour les chefs d'entreprise, parce que les détenus ne sont pas payés comme les salariés de la société civile, mais aussi parce que ça permet de nous assurer à nous d'un taux de récidive beaucoup plus bas. Quand un détenu sort avec une formation diplômante ou avec un travail, c'est la plus belle des garanties que nous pouvons avoir qu'il ne récidivera pas. Je suis allé à Erningen en Alsace. Il y a 70% de détenus qui travaillent. Évidemment, le travail leur est apporté par une entreprise allemande, un philanthrope qui la dirige,
et puis par Emmaüs. Alors Emmaüs amène des meubles, de la brocante, les détenus les réparent, ils se forment, ils ont un diplôme. Quand ils sortent, ils travaillent encore pour Emmaüs. Quand ces meubles sont restaurés, ils sont alors revendus. Avec le fruit de cette revente, on rachète des meubles à la brocante et il y a toujours du travail. Et un de ces hommes d'Emmaüs m'a dit, « Voyez, monsieur le ministre, ici, on ne restaure pas que des meubles, on restaure aussi des hommes. » C'est aussi le but de la prison. Alors, c'est peut-être important pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément le mode de fonctionnement des prisons. Il y a des ateliers dans les prisons. Oui. On propose du travail à des détenus qui sont capables d'en faire, qui ont envie d'en faire, parce qu'il y en a qui vivent dans l'oisiveté et qui dorment toute la journée, qui se promènent toute la journée. Donc c'est un plus, ça évite l'oisiveté, ça évite tout un tas de combines dans la prison pour essayer de se procurer de l'argent. Et avec l'argent que gagnent les détenus, c'est quoi, 300, 500 euros à peu près? Ça permet aussi d'indemniser pour partie les victimes, ne l'oublions pas. D'indemniser les parties civiles. Oui. Ce qui fait partie cet argent du va aux sortie. victimes et c'est aussi un pécule qu'ils se constituent pour leur sortie de prison. Alors, sur cette question, puisque vous m'avez posé une question, je vais essayer d'y répondre Oui. précisément. Mon idée, c'était de reprendre cette idée exprimée par le président de la République sur le contrat de travail en détention. Je trouve qu'en termes symboliques, c'est extrêmement important et en termes de dignité aussi. On est en train de finaliser les chiffres avec le ministère du Travail. Mais moi, je vous le dis honnête, je préfère un détenu qui, quand il sort, bénéficie des droits au chômage, qu'un détenu qui va au RSA et qui n'a pas... vous voyez, il y a là, pour moi, et c'est extrêmement important, la possibilité de valoriser l'effort. Avec ce contrat, il aura droit au chômage. Bien sûr. Pour le reste, évidemment, les salaires sont plus bas. Il y a une prise en charge du détenu, bien sûr, vous le savez, puisqu'il est enfermé, et pour cause. Les salaires ne sont pas ceux de la société civile, je l'ai déjà dit, je le redis. Toutes les précisions vous seront données. Prochainement sur ce statut. Mais il est porteur de droits. Porteur du droit au chômage, droit à la retraite. Et il me paraît logique. Parce que moi, ce que je veux, bien sûr que la prison est une société séparée de la société civile par des murs d'enceinte. Mais je ne veux pas que la prison soit un endroit de marginalisation. Je souhaite que les détenus qui peuvent travailler ne perdent pas les codes de la société civile. Ça, c'est absolument essentiel. Dans votre projet de loi, monsieur le ministre, il y a une partie qui est consacrée aux remises de peine. Oui. Et vous voulez changer le système. Oui. En gros, la remise de peine automatique... c'est fini. C'est fini, et vous voulez créer la remise de peine au mérite, en quelque sorte. Elle existe déjà. Est-ce que vous pouvez nous la détailler justement ? Oui, bien sûr. Il y a deux systèmes aujourd'hui. Il y a celui du crédit automatique de peine. 3 mois la première année, 2 mois chaque année suivante. C'est ça. C'est-à-dire qu'un homme qui est condamné à 10 ans, dès qu'il sait que c'est définitif, et parfois c'est en montant dans le fourgon pour aller à la prison, il sait que s'il est condamné à 10 ans, il a 21 mois de réduction, de crédit de peine automatique, sans avoir rien fait. Et moi, je ne veux pas confondre le bien et le rien. Et ensuite, il y a un autre régime qui existe déjà, qu'on appelle le régime des RPS. Ce sont là des réductions de peine qui sont allouées après un examen par le juge de l'application des peines. Et là, ce régime est corrélé à l'effort. Est-ce ça veut dire supplémentaire? Remise de peine supplémentaire? Oui. Alors, le régime que je veux mettre en place, c'est un régime qui privilégie exclusivement l'effort. Mais il faut qu'on s'entende là-dessus. Quel effort? Tous les efforts à l'aune de toutes les personnalités. Lorsque je suis allé à Villepinte récemment, il y a une éducatrice qui m'a dit « Mais vous voyez, monsieur le ministre, pour des jeunes qui sont complètement désocialisés, qui n'ont pas reçu d'éducation, qui ont grandi dans la rue, se lever le matin, c'est déjà un effort. Apprendre à lire, c'est un effort. » Je me souviens de la première réunion que j'ai eue avec les syndicats pénitentiaires. Ils m'ont dit « Mais il y a des gens qui rentrent chez nous sans savoir lire. Ils en sortent 5 ans après, ils ne savent toujours pas lire. » Être suivi psychologiquement, c'est un effort. Naturellement, le suivi psychologique. La volonté de se soigner quand on est toxicomane, c'est un effort. Travailler quand on peut travailler. Et je voudrais vous dire à ce propos que il y a 20 ans de ça, il y avait 50% de détenus qui travaillaient dans nos prisons.
le taux est aujourd'hui passé à 29%. Oui. Et alors pour quelle raison? Ouais. C'est quoi? Il n'y a plus d'entreprises qui veulent participer? Parce qu'on ne bosse pas à l'extérieur, on ne bosse pas à l'intérieur. Parce qu'on a abandonné cela d'une certaine façon. Et moi, je veux le réactiver. Je souhaite que d'ici 2 ans, il y ait 50% de détenus qui travaillent. Est-ce qu'on n'a pas perdu le réflexe du travail, tout simplement? Moi, je veux dire ici que dans cette idée que j'ai de la prison, qui ne peut pas être marginalisée par rapport à la société civile, dans la société civile, le sens de l'effort, c'est pas un sens interdit. Et dans la prison, ça ne doit pas l'être. Parce que qu'est-ce que l'on a fait? Qu'est-ce que ces systèmes de crédit automatique, de réduction automatique de peine? C'est un système qui a été voté par la droite en 2004. À la fois, on prenait la tolérance zéro, et derrière, on libérait des gens sans leur demander l'ombre de l'once d'un effort. Pour vider les prisons. Pour vider les prisons. Et justement, est-ce que vous n'allez pas les remplir? Non. Vous parliez tout à l'heure sur population carcérale. Ne me faites pas perdre le fil de ma pensée. Je vais essayer de revenir là-dessus. Et si je n'y reviens pas, vous allez me le rappeler. Donc, au fond, on laissait, pour des raisons de régulation carcérale hypocrite, on laissait sur le bord de la route des gens. Et au lieu de les inciter au travail, puis au fond, le type, il regarde le plafond de son lit, il bouge pas d'un millimètre. Parfois même, il fume un peu de shit. Et celui-là, il bénéficie de 21 mois de réduction sur 10 ans. Le système que je mets en place n'est pas plus sévère. Mais en revanche, concédez-moi que si, ce qu'à Dieu ne plaise, je commets je ne sais quelle infraction avec Dominique Rizet, que moi je fais l'effort pour me réinsérer, que je bosse, que j'apprends à lire, que je me bouge, que je donne des gages à la société, et que lui ne fait strictement rien, il n'est pas normal que je sorte avant lui. Ouais. Voilà le principe. Oui, pourquoi vous on avez peut faire le dans ce contraire si sens-là vous voulez. Mais alors, est-ce que ça ne risque pas de remplir les prisons à un moment où elles sont déjà Non. très remplies? Non, pas du tout. Parce que le régime reste le même. Le JAP peut parfaitement donner le même quantum. Juge d'application des peines, c'est important, bien sûr, que ce qui existe aujourd'hui. Et je vais même vous dire autre chose. Un magistrat qui condamne, au moment de condamner, s'il estime que celui qu'il juge doit purger 10 ans de prison, il lui inflige pas forcément 10 ans. Ouais. Il lui en met un peu plus. Bien sûr, les peines évidemment. sont plus sévères. C'est le système qui est... Mais pardon, c'est le système. Il y a des gens... C'est le système qui est vicieux et qui est tordu. Ouais. Là, il sera tout à fait clair, le système. Est-ce que comme il y a des gens qui nous écoutent, là, qui sont en prison, qui sont devant leur télévision et qui nous écoutent, hein, on parle de détenus, on ne parle pas de personnel pénitentiaire, bien sûr. De détenus, et ces gens-là, qu'est-ce que vous pouvez leur dire quand même pour les rassurer, leur dire, attendez les gars, d'abord, ça s'applique si vous vous tenez bien, vous les aurez, vos remises de peine. Non, mais d'abord, ça s'applique pas. Alors, je vais leur dire 2 choses. D'abord, que ça ne s'applique pas à eux. Parce que c'est oui, la loi n'est pas rétroactive. D'accord, pour les prochains. Et deuxièmement, je ne peux que les encourager à se tenir parfaitement bien. Celui qui tiendra bien, il aura ses remises de peine. Non, mais parce que derrière tout ça, vous voyez, il y a évidemment la réinsertion. Moi, ça me tient à cœur, profondément. Mais il y a aussi le respect que l'on doit au personnel pénitentiaire. Quand je dis que le rien équivaut à une réduction automatique de peine, moi, je fais la différence entre bonjour et rien du tout. Vous voyez ? Aujourd'hui, c'est automatique, il suffit de ne rien faire. Vous n'êtes même pas obligé d'être poli, d'ailleurs, avec le personnel pénitentiaire. Voilà. Pas d'incident, pas de boulot, pas de vague, rien. On attend tranquillement que ça se passe. Non, je dis que non, et ça n'est pas incitatif. Enfin, écoutez, on a des gens qui souvent sont carencés sur le plan sociologique, sur le plan éducatif. On leur dit, mais si vous faites rien, ça tombe quand même. Ça n'est pas normal. Monsieur. Moi, je veux un effort. Oui, mais quand vous dites un effort, il faut qu'il y ait la structure derrière. Attendez, il y a beaucoup de prisons qui n'ont pas l'espace pour lire le suivi psychologique adéquat pour les détenus. Mais il n'y a pas de crainte à avoir, et je vais vous dire pourquoi. Parce que les juges d'application des peines, ils vont aussi sur le deuxième régime dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'on appelle le régime RPS, c'est-à-dire des réductions fondées sur l'effort. Peine supplémentaire. Mais il n'y a pas un JAP en France qui va, pénaliser un détenu qui veut travailler si la structure pénitentiaire ne lui offre pas de travail. Mais de la même façon, il faut prendre en considération la psychologie de chacun. Un jeune homme qui a fait une tentative de suicide, on ne va pas lui demander de travailler le lendemain. Tout ça se mesure à l'aune des capacités de chacun et naturellement
de ce que nous pouvons offrir. Et moi, je dis que mon travail de ministre de la Justice, c'est d'amener du travail et de l'apprentissage. Et dans les jours qui viennent, d'ailleurs, je vais rencontrer un certain nombre... Votre travail, monsieur le ministre, c'est aussi qu'il y ait des places en prison. Alors, il y a une bien surpopulation. Alors, il y a deux aspects. Premier point, Emmanuel Macron, en 2000, en arrivant à l'Élysée, il avait fixé une promesse qui était 15 000 places de prison supplémentaires sur 10 ans. Je sais, peut-être que c'est l'occasion de faire le point. Alors, on va le faire à la mi-temps, donc allez-y. Je suis ravi que vous me posiez la question. Ça me permettra de valoriser le bilan du président de la République. 7 000 places sont en cours de construction. Et les 8 000 places, je vais les annoncer dans les jours qui viennent. Je fais un déplacement avec le Premier ministre pour les 8 000 places qui nous restent. Et les travaux vont être engagés. Il n'y a pas que ça, d'ailleurs. Il y a des centres éducatifs fermés. Il y a des SAS. Vous savez, les SAS, ce sont des lieux où... Ouais, ça aussi, c'est extrêmement intéressant en termes de récidive, parce que ce ne sont pas des gens qui sont relâchés comme ça dans la nature. Donc on peut espérer que le taux d'application des peines... Alors, je vais expliquer pour nos téléspectateurs, parce qu'en France, l'une des grosses difficultés, c'est moins peut-être le laxisme que parfois on vous reproche. À mon avis, le vrai problème, c'est plutôt la non-application des peines, faute peut-être de place en prison. Non, mais moi, on ne peut pas me reprocher le laxisme. Enfin, non, je ne vous le reproche pas. C'est 82 000 peines non exécutées. Je pense que le problème, c'est la non-application des peines. On me le reproche. Madame Le Pen me le reproche, en réalité. Bon. Et sur la non-application des peines. Non, mais je vais vous dire un petit mot là-dessus. Je reviendrai à votre question et j'y répondrai. On va d'abord dire ici, c'est important de dire les choses, que le garde des Sceaux ne peut jouer aucun rôle dans la peine prononcée par une juridiction. Il n'y a pas une démocratie. Le ministre de la Justice... Peut-être. Ah oui, mais il faut le dire. Oui, mais là, on parle des peines, il faut le dire parce que vous avez raison, on me fait ce procès. Oui. Non, un peu. Non exécutées. Je pense que ce qui est important, c'est les peines non exécutées. J'y viens. Attendez, j'y viens. Le garde des Sceaux sur les quantums de peine, sur les montants de la peine, pour que tout le monde nous comprenne bien, il peut rien faire. Et dans toutes les grandes démocraties, c'est comme ça. Parce que oui, mais normal, mais tout le monde ne le sait pas. Et il y a de grands responsables politiques vous avez raison de le répéter. qui, à chaque fois, racontent Taubira Empire, le laxisme, etc. Bien. Maintenant, vous avez raison de le répéter. Où peut intervenir le garde des Sceaux? Comment il peut intervenir? Justice plus rapide. Ça, c'est tout ce qu'on a mis en œuvre et qui s'appelle notamment la justice de proximité. Pour les infractions qui sont des infractions les moins graves, mais qui pourrissent la vie de nos concitoyens. J'en ai répertorié dans une circulaire 350. Ça va du rodéo en passant par le tag. Aujourd'hui, presque du jour au lendemain, on pourra sanctionner. Comment on fait ça? Grâce au budget que j'ai obtenu et au développement des délégués du procureur, on est passé de 1000 à 2000. Bon. Et ensuite, vous me parlez d'un autre problème. En France, il y a un taux de réponse pénale qui est de l'ordre de près de 90%. Nous sommes bien placés par rapport à nos voisins. Et puis ensuite, il y a l'exécution des peines. Et là, on est moins bien placé. Et là, on est tout aussi bien placé, Monsieur Joly. Si, le problème, c'est que l'exécution des peines prend du temps. 6 mois, 40% non exécutés. Non, ça n'est pas 40%. 6 mois, je veux bien vous l'accorder. Mais je vais vous dire que sur cette question, on est intervenu aussi. Il ne vous a pas échappé que le Parlement a voté une proposition de loi, justice de proximité, devenue une loi, promulguée. Peu de temps. On raccourcit tous les délais, notamment les délais de mise à exécution du travail d'intérêt général. Et par ailleurs, dans les dispositions que j'ai pu prendre, c'est-à-dire ce qu'on appelle les alternatives aux poursuites. Les alternatives aux poursuites, c'est vous chopez un jeune, il n'est pas déféré devant le tribunal, mais vous, délégué du procureur, vous lui infligez un certain nombre de sanctions, notamment la confiscation du scooter. Ça, c'est une création du ministère de la Justice, parce que ça parle aux gamins. Ça va très, très, très vite. Donc, sur la rapidité en termes d'exécution, j'y ai travaillé, et nous aurons les premiers résultats en juin, parce que les procureurs vont nous faire des retours d'expérience et d'expérimentation, et nous aurons les chiffres. Et moi, je peux vous dire que les délais vont être
considérablement raccourci. On voulait aussi vous parler de l'affaire Annelise. Vous l'avez forcément suivi. Annelise, c'est le nom que cette jeune fille s'est choisi. Elle a été violée par un homme libéré de prison avant la fin de sa peine. En octobre dernier, ses parents attaquent l'État pour faute lourde. Vous avez sans doute entendu son avocat qui dit que ça faisait partie des libérations Covid. Il y a le parquet qui a réagi et qui a dit que non, en fait, c'était une libération conditionnelle qui s'est mal passée. Où est la faille dans cette histoire? Attendez, avant de me demander où est la faille, demandez-moi s'il y a une faille. Est-ce qu'il y en a une? Bon. D'abord, j'ai entendu, effectivement, qu'on disait, mais c'est Nicole Belloubet qui a libéré cet homme. C'est faux. 6600 détenus ont été libérés. Mais pourquoi? Pour des raisons sanitaires. Je vous fais remarquer d'ailleurs que la même droite qui a voté les crédits automatiques de peine nous gratifiait tous les ans d'une loi d'amnistie, on s'en souvient tous, une grâce collective. C'était 3 à 4 000 détenus. Au mois de juillet. Le 14 juillet, c'était 3 à 4 000 détenus qui étaient libérés pour donner un peu d'oxygène à la prison. Donc c'était là encore de la régulation carcérale totalement hypocrite. Nicole Belloubet, ce qu'elle a fait, et elle a eu raison de le faire, pour des raisons sanitaires, à la fois prenant en compte les détenus, mais aussi le personnel pénitentiaire. 6600 ont été libérés. Cet homme ne fait pas partie de cela. Cet homme, il a été libéré par un juge. Conditionnelle. Vous me disiez, la question c'est est-ce qu'il y a vraiment eu une faille? Il y a une faille, puisqu'on a une jeune fille qui se fait violer par un homme qui est libéré. Est-ce que c'est une faille de la justice? Pardonnez-moi. Et madame, je vais vous dire, très franchement, ça c'est du populisme. Et je ne vous en veux pas parce que ça n'est pas du populisme politicien. Mais celle ou celui qui me dit qu'il a la solution pour que plus jamais il n'y ait de récidive, celui-là, madame, est un menteur ou un incompétent. Mais non, laissez-moi développer. La libération conditionnelle, est-ce qu'il y a eu à ce moment-là une erreur? Madame, laissez-moi développer. Il y a un drame. Oui. Ça, c'est une certitude. Pour cette jeune femme, d'abord, pour cette jeune femme et sa famille. C'est une libération conditionnelle qui a été prise par un juge de l'application des peines en fonction de critères qui sont ceux traditionnels que regarde le juge d'application des peines. On peut rappeler lesquels? Il y a une expertise psy, est-ce qu'il va récidiver ou pas? Un expert psy, il y a le travail des services d'insertion de probation, il y a tout cela. Bon, il n'y a pas un juge au monde qui a une boule de cristal pour savoir. Il se dit les feux sont au vert, il y a un certain nombre de... Il s'avère que il y a cette récidive absolument dramatique, qui est un échec. Monsieur le ministre, mais pour autant, est-ce que l'on doit remettre en cause la libération conditionnelle quand je vous dis que cette libération conditionnelle réduit de 50% les risques de récidive? Monsieur Rizet, est-ce qu'il vous est arrivé dans votre carrière de journaliste de parler d'un homme qui n'avait pas récidivé? Ben non. Non. D'abord parce que vous ne le connaissez pas. C'est tous des récidives. Donc de quoi parle-t-on? On parle du drame. Mais moi je voudrais vous poser une autre question, j'allais dire Éric, monsieur le ministre. Là, dans l'affaire Annelise, visiblement, il y a un JAP, juge d'application des peines, vous en parliez tout à l'heure, qui est dans les clous. On ne peut rien lui reprocher, visiblement. Hein, c'est ce qui est. Maintenant, ce n'est pas toujours le cas. Moi, je voudrais vous parler de la responsabilité des juges. J'ai l'impression que les juges sont tout là-haut, au-dessus des lois. Comment est-ce qu'on a le nom d'un juge du tribunal administratif qui prend des décisions bizarres parfois, d'un juge d'instruction qui s'occupe pas de ses dossiers, qui s'en moque un peu, qui reçoit les parties civiles, on a vécu une histoire comme ça, hein, qui reçoit les parties civiles, qui veut pas les recevoir ou qui les tient au courant de rien, qui les méprise. Il y a des juges qui se comportent mal, pas beaucoup. J'ai compris, monsieur Rizet, je vais vous répondre. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Les attraper par l'oreille, de leur dire il va falloir vous mettre au boulot et bosser autrement? Non, attention d'exercer des violences physiques sur des juges. Que dirait-on? Non, mais j'ai compris. Je vais vous répondre, monsieur Rizet. Pour moi, l'indépendance, elle est essentielle. Mais ça n'est pas... Ça veut dire que personne ne peut rien leur dire? Non, mais laissez-moi finir. Ne vous impatientez pas. Arrête. Posez une question. Pour moi, l'indépendance, elle est essentielle. Dans une démocratie, on ne peut pas concevoir autre chose. Mais l'indépendance, ce n'est pas le sauf-conduit pour faire tout et n'importe quoi. D'accord? Il ne vous a pas échappé que le président de la République, qui est audacieux, a saisi le Conseil supérieur de la magistrature pour demander comment ça se passait. Et à l'évidence, moi je le dis, les choses ne sont pas
satisfaisante. Depuis que je suis à la chancellerie... Très peu de sanctions. Depuis que je suis à la chancellerie, je suis le seul à avoir saisi le Conseil supérieur de la magistrature, sauf une fois, je crois. Nous attendons ce travail avec intérêt. Et lorsque nous l'aurons, nous ferons ce que nous estimons devoir faire. Je termine, monsieur Rizet. Dans ce projet de loi, dont finalement on parle assez peu, j'espère qu'on va pouvoir dire... Oui, on va le faire là tout de suite, dans un instant. J'ai voulu réviser la déontologie des professionnels du droit, parce que ce projet, c'est rétablir la confiance entre le justiciable et l'institution judiciaire, et vous avez vu le dernier sondage, il y a du travail. Ben, c'est pour ça que je m'y mets. Et donc, sur ce volet-là, on touche bien sûr à la déontologie des avocats, des huissiers, des avocats au conseil, des notaires. Ils ont accepté de se transformer de ce point de vue. Il reste la responsabilité des magistrats. Nous attendons ce travail. Et nous verrons. Un certain nombre de choses doivent être faites, c'est une évidence. Les sanctions disciplinaires sont très faibles. Les juges qui jugent les juges, mais généralement... n'allez pas plus vite que la musique. C'est exactement la même problématique. Monsieur Jeudi, n'allez pas plus vite que la musique. Le président de la République a demandé un travail. Nous l'attendons. Nous en tirerons un certain nombre de conséquences. Il est 22h, Éric Dupond-Moretti, vous êtes avec nous jusqu'à 22h30. On va aller dans votre projet de loi. On va d'abord parler du point le plus décrié, si vous voulez bien, les cours criminelles départementales qui jugeront en première instance des faits punis jusqu'à 20 ans de prison. En appel, la cour d'assises jugera, en appel seulement. Et on va écouter votre ancien confrère, l'avocat Franck Berton, qui s'est adressé directement à vous ce matin sur RMC. Éric, réveille-toi. Réveille-toi. C'est pas possible d'arriver à une paupérisation à ce point-là de notre justice en supprimant la justice populaire. Un chauffeur de taxi, une infirmière, un médecin, un architecte, tous ces gens-là ont envie de rendre la justice. Pourquoi les priver de ça? Pour des raisons financières. L'argument est pas recevable. L'argument est, j'ai envie de dire, assez pitoyable. Soit on se donne les moyens d'avoir une justice qui a de l'ambition, soit on la piétine. Vous lui répondez quoi? Qu'il n'a pas lu mon projet de loi. Comme avocat, je savais qu'il connaissait ses dossiers, mais il n'a pas lu ce projet de loi. Éric, réveille-toi, mais on rêve. Qu'est-ce qu'il me reproche en réalité, Franck Berton? D'avoir supprimé le jury, c'est ce qu'il a dit. Mais c'est tout le contraire. En première instance. Non mais je vais m'expliquer, madame. La cour d'assises, d'abord, elle va être maintenue, cour d'assises, on va dire traditionnelle pour ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire avec des jurés. Hein. Bon. Avec des citoyens qui jugent... Tirés au sort, etc. Oui, voilà. Non seulement elle va être maintenue, pérennisée, mais je fais en sorte que un homme ne pourra pas être condamné, un accusé, sans qu'il y ait eu une majorité de jurés pour le condamner. Ça n'existait plus, ça, depuis la mandature de Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je redonne vie à la souveraineté populaire. Bien. Ça, c'est la première chose. Donc, les cours d'assises... Vous pouvez préciser ça? Il y aura une majorité de jurés pour décider de la culpabilité. Oui. Ça veut dire combien de... Il y aura plus de jurés qu'actuellement? Non, il n'y aura pas plus de jurés, mais il faudra une voix de jurés supplémentaires pour condamner. C'est-à-dire qu'il faudra une majorité de jurés pour condamner. Et donc, ça donne un sens à une expression qui n'en avait plus, qui est la souveraineté populaire. Moi, je suis très attaché à la souveraineté populaire. Donc ça... C'est le premier point. Mon ancien confrère ne l'a pas vu. Ça a dû lui échapper. Deuxièmement, les cours d'assises traditionnelles sont maintenues pour les faits les plus graves, au-delà de 20 ans, peine au-delà de 20 ans, et elles seront, ces cours d'assises traditionnelles, les cours d'appel des cours criminelles départementales. Oui, mais quand vous dites, pour les crimes au-delà de 20 ans, les crimes les plus graves, ok, il y aura toujours la cour d'assises. Mais ça veut dire que ces cours criminelles départementales, sans jurés, sans citoyens, jugeront la plupart des viols. En première instance, madame. Oui, mais la plupart des viols... Oui, mais je vais vous dire... Alors, attendez. On va aller chercher la justice en appel. Si vous souhaitez, si vous n'êtes pas content de la décision. Mais je vais m'expliquer complètement là-dessus, vraiment. C'est sensible cette question des viols parce que ça nous renvoie à c'est très sensible parce que Gisèle Halimi qui s'était battue pour que Madame, ne mélangeons pas tout. Le viol soit considéré comme un crime. Madame, ne mélangeons pas tout. Madame, ne mélangeons pas tout. Madame, vous dites vous-même que les avocats rouspètent parce qu'ils comprennent rien. Non, attendez. Je comprends rien. Attendez. Mais si vous m'interrompez tout le temps, quand je sortirai d'ici, Monsieur Rizet, vous n'aurez toujours pas compris. Mais je vais vous l'expliquer.
certains avocats, ils sont peu nombreux, hein, mais ils font beaucoup de médias en ce moment. Bon. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent il a changé d'avis. Alors, je vais vous expliquer exactement le processus. Parce que moi, j'assume ce Ils disent il a trahi. Ils disent il a trahi. Oui, ils sont dans la surenchère sémantique. Ils choisissent, c'est bien pour les médias. Comme ça fait du buzz et c'est formidable. Bon. Quand je suis avocat et que on crée ces cours criminels, Oui. je dis, et je l'ai exprimé, c'est la chronique annoncée de la mort du jury populaire. Et ça me fait peur. Je le dis, je m'exprime. C'est pas votre enfant, hein, c'est Nicole Belloubet qui a mis ça en place avant. On précise quand même. Et pour sûr, je deviens ministre, j'ai d'abord des assurances du président de la République qui aime le jury populaire. Il aime la démocratie directe. Et puis, je dis quand même, mais avant d'écrire les choses, il faut aller voir comment ça se passe sur le terrain. Donc, j'ai des remontées d'informations, au sens le plus noble du terme, de magistrats d'abord qui me disent ça marche, d'avocats qui me disent ça marche, et en nombre. Bah, c'est curieux là, ces jours-ci on n'en a pas trouvé d'avocats. Oui, mais c'était une expérimentation qui était prévue jusqu'en 2020. Oui, mais je vais vous dire, mais elle marche et je vais vous dire pourquoi. Vous êtes allé un peu savez, vite, peut-être. Non, monsieur, je dis, vous pouvez me faire tous les griefs que vous voulez, vous pouvez les présenter, mais je vais vous dire, il y a quelque chose qui m'a définitivement séduit. Quand il n'y avait que les cours d'assises traditionnelles, le taux d'appel c'était 32%. Aujourd'hui, sur ces cours criminels, le taux d'appel, il est de 21%. Il y a 10 points de satisfaction en plus. Et vous voudriez que moi, qui ambitionne, ça n'est pas rien, de rétablir la confiance entre les citoyens et la justice. Donc c'est sur cette base. Et c'est pas fini. Sur cette base-là, elle est importante. Enfin, le taux de satisfaction des citoyens, quand on veut rétablir la confiance, pardon, ça n'est pas rien. Donc vous avez changé d'avis? Attendez, c'est pas tout à fait fini. Non, je n'ai pas changé d'avis. Les choses, si vous voulez, si ça vous arrange, si ça vous plaît de le dire. Je vous pose la question. Si vous faites. On a le droit de changer d'avis, monsieur le ministre. D'abord, on a le droit de changer d'avis. Mais monsieur, vous êtes journaliste. Oui. Votre métier, c'est d'informer. Donc vous permettez donc à la pensée d'évoluer parfois, tout à fait. de ne pas être figé. Mais en l'occurrence, quand je dis j'ai pas changé d'avis, pourquoi? Parce que quand je suis avocat, j'ai cette crainte. Vraiment, je l'exprime. Je suis rassuré parce que le président de la République, je vous l'ai dit, je ne vais pas vous redire. Et il y a une dernière chose qui me convainc. Figurez-vous qu'il y a 2 parlementaires, l'un qui est chez les Républicains, Antoine Savignat, l'autre qui est à la République En Marche, Stéphane Mazard. Ils sont tous les 2 avocats et ils ont, dans le cadre des missions parlementaires, rédiger un rapport sur cette question précise des cours criminels. Invitez-les, ces 2 avocats. Oui, alors ce qu'ils disent aussi, c'est qu'il y a un risque de déconnexion entre la justice et le peuple, et c'est tout le paradoxe. Votre projet de loi s'appelle le projet de loi pour restaurer la confiance en la justice. Pourtant, le citoyen, là, vous l'enlevez de cette étape. Vous l'enlevez de cette étape judiciaire, puisque vous enlevez le juré populaire en première instance. Madame, que m'auriez-vous dit si vous aviez appris que les Français ont expriment un taux de satisfaction de 10 points supérieur à ce qu'ils exprimaient autrefois? Vous m'auriez dit, mais enfin, vous ne suivez que vos fantasmes d'avocat. Vous m'auriez dit, mais quand vous faites la première visite à Fresnes, c'est pour aller voir vos anciens clients. Madame, je suis aux responsabilités. Il y a un minimum de pragmatisme. L'expérimentation n'est pas allée jusqu'au bout. Mais madame, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je vous dis, les magistrats sont contents, les avocats s'en félicitent, les justiciables également, les parlementaires disent un certain nombre de choses qui va dans le bon sens. Je n'ai pas tout à fait terminé. Dans les affaires de viol, cette cour criminelle évite les correctionnalisations. Et vous devriez savoir. Oui, disons-le. Disons-le, il n'y a plus de correctionnalisation, madame, parce que ces cours criminels jugent 90% d'affaires de viol. Et je vais vous dire autre chose. Je suis intervenu au Parlement dans le cadre de la proposition de loi de la sénatrice Billon. Vous savez, c'est la protection des mineurs contre ceux qui les agressent sexuellement. On a créé un certain nombre de viols nouveaux. Par exemple, le fait de consommer, pardonnez ce verbe, un prostitué, une prostituée mineure de 15 ans, c'est aujourd'hui un crime pour ce client, entre guillemets. On va les juger où?
ces crimes nouveaux, si ce n'est devant la cour criminelle. Et d'autres viols ont été créés. Donc il y a aussi un risque d'embolisation. Alors c'est facile de faire le braillard. Là, j'entends les uns et les autres. Ça vous a touché ces critiques quand même, non, mais venant de vos anciens confrères. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Parmi lesquels des très proches. Il y a d'abord un constat qu'on va faire ensemble. Les avocats qui sont favorables à ça, vous n'avez pas été les chercher. Non, c'est toujours chouette le buzz. Vous allez chercher des gens avec qui j'ai travaillé, qui ne sont pas forcément mes amis d'ailleurs, qui n'ont pas pris un contact avec moi, qui ne m'ont pas fait une seule proposition, qui sont dans la surenchère, dans une espèce de violence. Et là, évidemment, opposer cela au garde des Sceaux, c'est magnifique. Ça ne correspond pas à la réalité, selon vous. Vous avez reçu des messages de soutien d'avocats, magistrats aussi ? Mais vous en doutez, madame, bien sûr. Mais vous croyez que j'ai pris ma décision au doigt mouillé, à l'emporte-pièce ? Mais pardon, renseignez-vous. Monsieur le ministre. Comment disait le président de la République, l'ancien président de la République, faites votre beau métier. Oui, allez voir, madame. Est-ce que vous attendiez à ce que ce soit aussi dur ? Mais dur quoi ? Mais moi, je ne m'arrête pas à ça, madame, pardonnez-moi. Je vous dis que je fais un projet pour renforcer la confiance des Français dans la justice. J'ai une institution que j'ai critiquée, qui a été créée, et on me dit que les justiciables de notre pays l'approuvent de 10 points de plus. Dans votre projet pour restaurer la confiance vis-à-vis des Français, il y a l'idée de filmer les procès. Attendez, il y a autre chose là, sur ces cours d'assises. Non, pardon. Sur ces cours d'assises, vous allez trop vite. Une chose sur les cours criminelles départementales. Il y a des avocats qui ne sont pas contents, mais il y a aussi des juges qui ne sont pas contents, parce que ça va leur donner beaucoup de boulot. Qu'est-ce que vous leur dites ? Pourquoi ? Il y a un syndicat ce matin qui disait qu'il y aura plus de magistrats à l'audience pour remplacer des jurés. Plus de magistrats, pour remplacer des jurés. Plus de magistrats, c'est ce que disait un syndicat ce matin. Plus de boulot pour les juges, et elle disait, on est déjà pas assez nombreux. Ils ont appelé de leur vœu, pour certains d'entre eux, la cour criminelle, et maintenant ça donnerait trop de boulot. Parce que moi je la pérennise, ça donnerait trop de boulot. Avant ça donnait pas trop de boulot. Donc, il faut être sérieux. Mais écoutez, je vais vous dire autre chose. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Et ça. Et monsieur, je dis, il y a quelque chose que vous avez oublié. Je veux introduire dans la formation de jugement, cour d'assises traditionnelle ou cour criminelle, des avocats honoraires. Parce que je souhaite que les avocats et que les magistrats retrouvent, pour ceux qui l'ont perdu, le chemin du dialogue. Ça me paraît essentiel. Sur les procès filmés, vous avez expliqué que c'était justement, ça rentre vraiment dans le cœur de votre projet, restaurer la confiance, faire de la pédagogie. Oui. C'est sans doute une bonne idée. Alors je veux juste refaire un petit point en arrière. Il y a quelques années, vous étiez plutôt contre la diffusion d'images de procès. C'était la loi Guigou qui interdisait toute diffusion d'images. Et maintenant, vous seriez pour la diffusion d'images. Est-ce que... J'étais contre quoi ? Vous étiez contre la diffusion d'images... Enfin, la loi Guigou interdit les images de prévenus. Mais ça n'a rien à voir. La loi Guigou intervient, d'ailleurs vous devriez le savoir, puisque vous êtes à Paris Match, interdit notamment la publication d'une photo d'un homme menotté. Oui, mais là, il était pas encore menotté à ce moment-là. Pardonnez-moi. Et la loi Guigou interdit également, vous devriez le savoir, puisque vous travaillez à Match, qui est un journal que j'aime beaucoup par ailleurs, mais on a publié des photographies de Mera dans la salle d'audience. Je crois d'ailleurs qu'une condamnation était à la Oui, mais ce que je veux dire... Non, j'ai jamais été contre ça. Ça, c'est le respect de la présomption d'innocence. Mais filmer les procès, c'est sans doute un moyen pédagogique. Oui, c'est ça qui m'intéresse. Pour rapprocher le citoyen de la justice, mais bien sûr. Qui s'informe. Mais d'abord, écoutez bien. Mais vous le savez, ça. Dans les sociétés qui ne sont pas démocratiques, la justice n'est pas publique. Et la publicité des audiences, c'est une grande garantie démocratique. Parce que le citoyen voit comment fonctionne sa justice. Je l'ai dit 20 fois, pardon de le redire, mais vous demandez particulièrement à des gamins comment on appelle un président de cour d'assises. Ils disent votre honneur, alors que ça, c'est dans les... Ouais, si vous dites avocat général, il ne sait pas si c'est un avocat ou un militaire. Hein. Ouais. Bon. Alors, moi, ce que je veux, c'est que les Français comprennent leur justice, l'appréhendent dans sa complexité. Vous voyez, par exemple, on parle souvent de laxisme. Bon, c'est difficile de déterminer une peine. Au Café du Commerce, ça va tout seul. Quand on est juré, par exemple, c'est compliqué. Et quand on va regarder comment c'est difficile de déterminer une peine. Alors, je vais vous dire ce qu'on va filmer, comment on va le filmer. Comment ça marche ? Et où comment ça marche ? Sur quelle Je vais tout vous dire, monsieur Rizet.
D'abord, ça marche déjà au Conseil constitutionnel, vous le savez, parce que les audiences sont filmées. Je souhaite étendre pour les ça grands procès historiques. Oui. devant le Conseil constitutionnel. Non, les grands procès et historiques. pour les Et grands pour procès les grands... historiques. Oui, mais alors après, on peut visionner ça dans 50 ans. Bon, pas certain qu'on en visionne beaucoup. Donc alors comment ça marche, monsieur Alors je vous le dis. Cour de cassation, Conseil d'État, juridictions administratives et autres juridictions. Dans l'ordre judiciaire, le pénal. Mais avec plein de précautions. Je veux tout sauf du trash. Je veux du pédagogique. Qui est-ce qui filme Qui est-ce qui filme? C'est La justice celui qui va... Nous, toutes les caméras de télé. Non. Vous allez choisir une chaîne pour les retransmettre. Je suis contacté par plusieurs chaînes. Vous savez laquelle ce sera ou pas? Le service public? J'ai une petite préférence pour le service public. Bien sûr. Eux viennent capter les images et tout le monde en dispose. Alors, d'abord, ça coûte pas un sou à la justice, je tiens quand même à le dire, parce que j'ai vu parmi les critiques, il faut dire qu'elles sont... voilà, les critiques... C'est l'occasion d'expliquer. Mais voilà, ça coûte rien à la justice. Bon. Donc il y a des caméras discrètes qui sont posées, mais ce dont je veux vous parler, c'est des précautions. Ça, c'est important. D'abord, celui qui ne voudra pas que son image soit diffusée, son image ne sera pas diffusée. Elle sera floutée. Deuxièmement, il fallait penser à un droit à l'oubli. Un homme qui est acquitté, par exemple aux assises, il ne faut pas que on diffusera son procès, mais 10 ans après, je pense que ça suffit. On ne va pas le remettre dans un cercle qui était pour lui infernal s'il a été acquitté. Puis celui qui a été condamné, s'il a refait sa vie, s'il est reparti, il a créé une famille, pas la peine non plus. Le droit à l'oubli, c'est quelque chose naturellement qui vous préoccupe. Attendez, j'ai pas tout à fait fini dans les précautions que je veux prendre. Naturellement, les mineurs protégés. Bien sûr, la présomption d'innocence. Et dans les audiences où le public n'est pas admis, les audiences civiles, je pense au divorce par exemple. Vous allez filmer les divorces ? Attendez, madame, on touche à l'intimité de la vie privée, bien sûr, et à son respect. Il faut alors que toutes les parties soient consentantes. Mais ce que je veux, c'est que ce film ait évidemment des vertus pédagogiques. Pédagogique, mais est-ce que ça risque pas de truquer les choses? On est différent quand on est filmé. Est-ce qu'un témoin témoignera de la même façon s'il est filmé? Est-ce que ça risque pas même de le dissuader d'aller témoigner? Alors cet écueil, il vaut aussi pour une salle qui serait pleine de curieux, de gens intéressés. C'est pas le nombre de personnes qui verront. Il y a des salles d'assises où il y a 500 personnes, voyez-vous. Et alors, si je vous disais, mais il faut maintenant interdire l'entrée de ces gens parce que c'est de nature à dénaturer le cours ordinaire de la justice. Mais à quel moment ils utilisent ces images? Moi, attendez, mais je vais vous... Et vous allez trop vite avec moi. Ou c'est vous qui n'allez pas assez vite parce que... C'est possible, c'est possible. Mais j'ai un débit assez lent, mais je veux que les Français qui nous regardent m'entendent. D'abord, il faut que l'affaire soit définitivement jugée. Je ne veux pas d'interférence entre le vrai procès et le procès médiatique. Je trouve ça malsain, je ne veux pas de cela. Oui, on va passer maintenant, c'est vrai qu'il ne nous reste plus que 10 minutes aux questions d'actualité. Il y a cette impression, j'utilise ce terme, et c'est vrai qu'il faut se méfier des sensations que l'on a, mais il y a eu par exemple une fusillade à Pantin hier, avant-hier fusillade dans le 16e, ce week-end à Étampes, des policiers étaient pris à partie. Comment vous analysez ces faits successifs? On parle d'une société devenue hyper violente. C'est vrai que la société est devenue violente, bien sûr. S'agissant des mineurs, par exemple. On va prendre cet exemple précis. Il n'y a pas plus de faits de délinquance, mais c'est une délinquance plus violente. On porte au Parlement le texte Code justice pénale des mineurs. Et on réforme une ordonnance qui est celle du général de Gaulle de 1945, qui était devenue illisible, qui était une ordonnance mythique. Et pardon de vous le dire, cette ordonnance, elle a connu 4 gardes des Sceaux différents. Nous l'avons portée. Elle a été votée dans des conditions... les partis politiques ont su, sauf certains, transcender les clivages. Qu'est-ce que c'est ça? C'est, madame, la possibilité de juger, vous voyez, on parlait de célérité, on parlait de rapidité, de juger des mineurs très vite. Bien plus vite qu'autrefois. Autrefois, on a des délais moyens de l'ordre de 20 mois. Ouais. Alors ça veut dire qu'un gamin qui fait une bêtise, quand il a 16 ans, il peut être jugé quand il en a 22, parce que là je vous parle de moyenne. Ça n'a plus aucun sens. Devant une cour d'assises des mineurs. Non, s'il a 22 ans et que les faits remontent...
ou de vente. S'il n'était pas mineur au moment des faits. Non, il faut qu'il soit mineur, bien sûr, Voilà, dans l'hypothèse qui est celle-là. Mais c'est pas une hypothèse d'école. Ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens pour les juges. C'est du temps judiciaire perdu. Le message pédagogique n'a plus aucun sens. Enfin, nous, ceux qui sont pères de famille, mères de famille, savent que quand on sanctionne son gamin parce qu'il a fait une bêtise, on le fait pas 6 mois après. C'est tout de suite. Donc là, il y a une phase éducative et une phase qui peut être une phase de sanction. C'est très rapide. C'est dans les 9 mois. Alors qu'autrefois, on explosait tous les délais. D'ailleurs, il n'y avait même pas de délai pour la mise en examen d'un mineur. Ça n'existait pas. Ben, ça, ce sont des choses qui sont... À partir de septembre, ça change. Oui, madame. Oui, ça, ce sont des choses qui sont susceptibles d'améliorer la situation qui est la nôtre. Bien sûr. Autre actualité, Monsieur le Ministre, sur l'affaire Olivier Duhamel. On a un mécanisme qui est en train de se mettre... On a quitté mon projet de loi, là. Non, mais on passe à l'actualité. Parce qu'il nous reste On a un mécanisme qui est en train de se mettre en place. On a eu un livre écrit par Camille Kouchner qui parlait de son demi-frère. On a Olivier Duhamel qui a reconnu les faits, qui a avoué, qui a regretté. Finalement, la justice médiatique est assez efficace, Monsieur le Ministre. Elle est surtout dangereuse, la justice médiatique. Mais elle est passée. Comment elle est passée? Il a reconnu, il a regretté. Il a reconnu, il a regretté. Mais c'est pas de la justice, ça, monsieur. La justice Et c'est médiatique. prescrit. Non. Et c'est prescrit. C'est prescrit. Et d'ailleurs, dans la loi que j'évoquais, la proposition de loi de la sénatrice Billon, j'ai mis en place un mécanisme pour étendre les prescriptions. Et puis, par ailleurs, puisque vous parlez de justice, la justice, monsieur Bruno Jeudi, c'est quand une décision a condamné un homme. Alors, moi, je veux bien qu'il y ait ces aveux médiatiques. J'ai cru comprendre d'ailleurs qu'ils n'étaient pas complets. Pardonnez-moi. Il n'y aura pas de justice. Mais les faits sont prescrits. Donc, vous me dites quoi, au fond? Quand il n'y a pas de prescription, il faut lancer ça sur les réseaux sociaux et attendre ses aveux. Non, c'est pas ça. On constate. C'est un mécanisme qui s'est mis en place à travers plusieurs ça n'est satisfaisant pour personne. Non. Bien. Mais... Donc ne me dites pas dans ces conditions que justice est passée. On a quelque chose. Bon. Mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces affaires qui se multiplient? Est-ce qu'il faudrait rendre imprescriptibles les affaires d'inceste? Puisqu'on voit que les victimes souvent parlent longtemps après. Là, par exemple, en effet, il avoue, mais la justice ne peut pas faire son travail. En 2018, on est passé de 20 à 30 ans en matière de prescription. Et les seuls crimes qui ne sont pas prescrits dans notre droit, ce sont les crimes contre l'humanité. Et je vais vous dire la prescription. Vous voyez, pour certaines victimes, moi, je n'ai pas souhaité toucher à la prescription. Je vais vous dire pourquoi. Il y a des victimes pour qui la prescription, l'échéance proche de la prescription, il reste 2 mois, va déclencher la plainte. Finalement, je vais y aller. Je vais prendre mon courage à 2 mains, parce que Dieu sait que c'est difficile pour une victime de dire les choses. Et puis il y a des victimes qui souhaitent dire les choses, mais qui ne veulent pas de procès et qui vont attendre la prescription pour dire les choses. Donc, des associations ne sont pas d'accord avec ça. Mais d'autres associations, parce que j'ai reçu tout le monde, moi, j'ai consulté tout le monde, disent oui, il faut garder la prescription parce qu'elle est utile, parfois pour dénoncer et parfois pour dire sans aller au procès. Tout ça est infiniment complexe. Très vite, monsieur le ministre, il nous reste 2 minutes. Sur la délation, voulez-vous parler de la délation? Les fameux dîners en ville, votre nom a été cité. Et on vous le dit d'autant plus tranquillement que Aurélie et moi, on a fait l'objet de tweets nauséabonds où on nous dit aussi, on nous accuse d'avoir participé à des dîners, ce qui est totalement faux. Totalement faux. De sources policières, sur un tweet de sources policières, on n'était pas à des dîners en ville, moi j'étais à la chasse. Donc c'est pas bien non plus. Voilà. Vous avez été dénoncé dans des tweets. Qu'est-ce que vous répondez à ça, la délation? Moi j'ai été dénoncé parce que... Et qu'est-ce qu'on fait quand on est diffamé comme ça? Puisque vous me dites ça, on m'a jamais posé la question, mais je vais y répondre. Il y a une photo de moi, je sors de C'est à vous, l'émission C'est à vous. Ouais. Je suis pas ministre. Il n'y a pas de masque à porter, voilà. Et là, je vois cette photo avec un commentaire. Elle a été retirée très vite. J'aurais pu déposer plainte, je l'ai pas fait parce que... Nous non plus. Pas de temps à perdre. On fait dire ce qu'on veut à une image. Mais oui, mais c'est les réseaux sociaux. C'est parfois un merveilleux outil de participation démocratique, d'échange, de débat. Et puis c'est parfois ça, une poubelle à ciel ouvert. Et alors moi, je me retrouve au milieu de ce truc.
Le type a retiré tout de suite, je savais qui c'était, et il a vu que les grilles, c'est à vous, selon lui, ressemblaient aux grilles du Palais Vivienne. Voilà comment on démarre une rumeur. Mais quand même, on va tous se poser la question, on va tous regarder le bout de nos chaussures dans cette histoire. Bien sûr qu'on est dans une époque de transparence, de transperçance, il faut tout savoir sur tout le monde, il faut tout surveiller. On n'est pas plutôt dans une époque de délation? Mais aussi. Mais... Délation, c'est pas transparence. Ah, c'est un peu la même chose. Parce que comme il faut tout savoir sur tout le monde, on s'autorise la délation. Mais est-ce qu'on peut aussi se poser la question sur, là, en l'occurrence, quelques déontologies, je le dis au pluriel pour n'offusquer personne, journalistiques. On est passé d'un truc anonyme au début. Et puis, on a raconté à des gens qui voulaient l'entendre, surtout, qu'il y avait des types du gouvernement. Alors, une fois, il était tout seul. Des fois, ils étaient deux. Une fois, il avait des cheveux gris. Des fois, ils étaient deux à avoir les cheveux gris. Tout ça, ça fait... Non, mais après, vous voyez, il y a une forme de responsabilité qui est grave pour ceux qui diffusent des trucs comme ça. Parce que vous avez des gens qui croient ça et qui demain n'iront pas voter. Bien sûr. Ah oui. C'est compliqué tout ça. Dans une grande démocratie, c'est jouer avec le feu de faire des choses comme ça. Il y a la fin d'un calomnier, il en restera toujours quelque chose. Une toute dernière question, Éric Dupond-Moretti. Oui, il nous reste quelques sur mon secondes. projet de loi. Justement, après votre passage, en quoi la justice va changer ou a déjà changé? Ah non, mais vous me la posez maintenant, il reste 2 minutes. On a mis en place avec le Premier ministre, dites-moi, la justice de proximité. C'est je ne sais combien de mesures qui touche directement les Français. C'est une délinquance qui est traitée plus rapidement, la petite délinquance, par des délégués procureurs. Nous avons doublé. Le budget a augmenté de 21%. Sous Emmanuel Macron, 21%. Je vais vous donner un petit truc tout simple, alors, avant de nous quitter. Oui. Vous savez, les femmes qui ont des enfants et dont les pères ne veulent pas payer de pension alimentaire. Oui. Ben maintenant, elles vont à la CAF. J'en profite ici pour le dire. La CAF paie la pension alimentaire, avance la pension alimentaire, à charge pour elle, évidemment, de se retourner. Moi, je suis allé à Lyon avec Olivier Véran, on a rencontré 4 de ces femmes. Ça, vous voyez, c'est du tout simple. Ça parle aux gens. Moi, c'est pour ça que je me suis engagé en politique, madame. Merci beaucoup, Éric Dupond-Moretti, d'être venu ce soir, d'avoir passé 7h30 avec nous.